Bonsoir à tous. Alors, on est très heureux de vous accueillir pour ce lundi soir numéro 11. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'inviter Sandra Lucbert, qui avait publié un très bon article en juillet dernier. Son article concernait plus particulièrement le procès des DRH d'Orange, enfin des dirigeants d'Orange. Et on avait beaucoup aimé cet article un lundi matin, parce que, pour une fois, c'était une approche littéraire d'une question éminemment sociale. Et donc, on avait comme ça la collusion entre un univers qu'on pourrait dire syndicaliste ou qui émane des luttes sociales et un univers littéraire qu'on entend trop peu aujourd'hui dans les débats politiques. Donc, je vais tout de suite laisser la parole à Sandra Lucbert. Ah, pardon, je vais la présenter rapidement aussi. Sandra Lucbert a déjà publié 2 romans. Et elle a déposé un manuscrit récemment qui paraîtra en septembre prochain et qui concerne encore cette histoire des DRH d'Orange, mais qui, à ce que j'en ai compris, dépasse aussi le strict cadre de cette affaire. Voilà, donc je laisse la parole à Sandra et je vous souhaite une bonne séance. Donc, je sais bien que lundi soir n'est pas vraiment un séminaire. À vrai dire, Maxence m'avait demandé de ne pas préparer d'intervention à lire, mais j'ai quand même préparé quelque chose comme une intervention de séminaire. Et j'ai fait ça pour une raison assez simple, c'est que ce qu'annonce le titre « Littérature et économie », titre dont je ne suis pas auteur en fait, je vais en quelque sorte être forcée de l'aborder par la bande. Et suivre les bordures, c'est ce qui demande le plus de précision. C'est pour ça que je me suis astreinte à cette forme écrite. Alors l'économie, je ne prétends pas en parler en soi. Je n'en suis pas capable d'abord. Et en réalité, moi, je m'intéresse à ces effets de structuration sociopolitique. Et ces effets, j'ai essayé de les agencer dans un livre de littérature dont Maxence vient de parler, un livre sur le procès France Télécom, qui est en fait le prolongement de l'article pour lequel j'ai été invitée ce soir. Seulement, le livre sort en septembre. Par conséquent, je ne m'étendrai pas sur ses fonctionnements, ce serait un peu étrange. Et je me borne à dire, tout simplement pour commencer, que ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est de mettre en rapport de composition, des éléments habituellement tenus séparés, ou qui sont toujours liés d'une certaine manière dans le discours collectif. Mon intention, c'était de les lier autrement, pour, en quelque sorte, désincruster les plis discursifs dans lesquels nous tenons. Alors, à défaut de décrire ça, je vais essayer de tourner autour de la question. Je ne vais pas décrire les modes de liaison que j'ai essayé de faire, mais donner un aperçu des éléments reliés et de ce qui leur donne cohérence. Alors, je crois que c'est déjà un peu évident, mais je préfère le dire d'emblée, je ne pense pas que la littérature soit uniquement assignable à la fabrication, comme je l'entends souvent, de nouveaux récits ou d'imaginaires alternatifs. La littérature ainsi définie, à mon sens, c'est une affaire de science-fiction. J'aime beaucoup la science-fiction, ce n'est pas la question, mais en effet, si elle produit des bougées, je ne crois pas pour autant que ce genre épuise les forces politiques de la littérature. Pourquoi ? Parce que plus largement, la littérature est une affaire de langage. Ce qui veut dire que son rapport au pli induré d'une configuration sociopolitique et sa capacité ou non à les défaire se joue à mon avis aussi dans un travail sur la langue qu'on parle ici et maintenant. De fait, en parlant cette langue, on se rive nous-mêmes chaque jour davantage à l'ordre social auquel on appartient, et ce, même lorsqu'on s'y oppose. C'est tout le paradoxe. Et c'est ce dont les audiences du procès France Télécom ont fait la démonstration quotidienne pendant 2 mois. Les victimes parlaient la langue de leurs bourreaux pour les incriminer. Ce n'est pas un paradoxe agréable, mais si la littérature est constitutionnellement vouée à certains champs politiques plutôt que d'autres, pour moi, celui-ci en est un. Aller au bout de ce désagréable-là, tirer les conséquences de cet emprisonnement collectif dans un ensemble d'automatismes que la langue articule en nous. Car qu'on le veuille ou non, cette langue qu'on parle collectivement est une institution. Elle a une efficace régulatrice et vouloir sortir de l'ordre qu'elle emporte, ça demande, je crois, de la faire travailler pour la déranger en nous. Travailler, je l'entends ici au sens où l'humidité fait travailler une porte en bois. La faire gonfler, la condenser, la décomprimer, la décomposer, la désinscrire ou la réinscrire dans le monde d'où elle tient sa cohérence. Bref, faire varier ses états, faire varier ses places pour parvenir à s'en saisir,
pour distinguer la logique productive selon laquelle elle opère et comment elle opère en nous. Après tout, l'idée, c'est qu'à force d'être travaillée par l'humidité, il arrive qu'un jour, certaines portes en bois ne ferment plus et qu'elles restent ouvertes. Donc ce soir, je viens parler d'une tentative que j'ai faite dans ce sens à partir des audiences du procès Orange-France Télécom. Alors il s'agissait, je le redis, de mettre en lien des choses habituellement tenues séparées ou liées d'une certaine manière. Et cette remise en lien, elle avait pour objectif de contrecarrer des corrélations automatiques et les cloisonnements de pensée qu'elles induisent. Car la grammaire selon laquelle se déroulait le procès, c'était la même que celle de l'ouverture du capital en 1996, la même que celle de la Startup Nation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Vraiment, au TGI, de mai à juillet 2019, on a instruit le procès du néolibéralisme dans la langue du néolibéralisme. Cette situation d'autoréférentialité incroyable, elle forçait à se poser certaines questions. À les dramatiser, comme dirait Jules Deleuze. Comment agit en nous cette langue-là? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle nous fait dire? Qu'est-ce qu'elle nous fait faire? Et dans l'intérêt de qui? Pour ça, j'ai tiré des fils à partir de signifiants qui polarisaient le sens des débats, et j'ai essayé d'extirper, fût-ce schématiquement, les chevaux entiers qui venaient avec, à savoir le monde qui engendre cette langue. On voit les difficultés, à commencer par ce détail que pour attraper un système signifiant, il faut avoir une intelligence minimale des mécanismes qui l'emportent. Ici donc, comprendre quelque chose à la dérégulation financière pour voir comment elle nous parle, selon quelle nécessité et selon quel agenda. Et ça n'est pas si simple d'y comprendre quelque chose. D'abord, ce sont des questions vraiment techniques. Ensuite, la langue macroéconomique opacifie ce qu'elle désigne. Plus exactement, elle sert exactement à ça, elle sert à opacifier parce qu'elle doit transformer la contingence de partis pris économiques en lois de la nature. Elle doit les rendre impénétrables pour les rendre indiscutables. Tel était le premier problème. Le second, c'est que cette langue et son corrélat normatif, ils m'articulent moi aussi. Moi aussi, je parle cette langue et c'est aussi mon appareil discursif que je devais essayer de démanteler. Alors, comme je le disais, je ne me suis pas proposé d'imaginer d'autres mondes, mais plutôt de faire travailler l'empreinte de celui qui nous tient en nous. Avec, par exemple, à l'idée que cela pourrait aider à dérouter les affects de détresse de leur trajet par défaut, c'est-à-dire à faire passer du réflexe des suicides isolés à celui du combat coordonné, autant que faire se peut. Car pour l'instant, dans leur majorité, et malgré l'ampleur du mouvement de contestation qui a quand même fini par gagner tous les secteurs publics depuis décembre, les salariés attaqués ne renvoient pas la violence qui leur est faite à qui la leur fait. Pour l'instant, les logiques infigurables de la prescription financière nous gouvernent corps et âme sans qu'on s'avise encore complètement de la configuration cohérente qu'elles effectuent. De ce point de vue, que le combat soit dirigé contre la seule réforme des retraites est significatif. Or, faute de percevoir le tableau d'ensemble, l'issue laissée aux dominés par la configuration financière, à plus ou moins long terme, c'est le passage à l'acte désespéré. J'entends passage à l'acte au sens précis de la psychanalyse. Décharge panique, explosion au hasard, par impossibilité de se figurer ce qui fait souffrir. Donc, l'inverse d'une mise en forme collective de la colère politique. Pour que le détour de médiation de l'action collective coordonnée soit possible, ou davantage possible, il me semble qu'il faut aussi gripper le trajet court de l'évacuation panique par passage à l'acte. Au fond, c'était là ma seconde raison d'écrire sur le procès et de continuer à écrire dans un livre. Une quantité affective aussi effractante que celles des violences subies au travail, elle doit sortir d'une manière ou d'une autre. Et en l'absence de figuration, notamment de ce qui cause l'effraction, soit elle explose au hasard vers l'extérieur, soit les gens martyrisés la retournent contre eux-mêmes par impossibilité de discerner d'où elle part et qui l'exerce. J'ai voulu participer à rediriger cette violence qui ne vise jamais ce qui la cause, et ce faisant, il m'a fallu pas mal remplir le banc des accusés. Parce que le problème d'une contestation qui s'exprime dans la grammaire de l'ordre qu'elle conteste, c'est que sa portée se trouve au mieux réduite, au pire annulée. Alors dans notre cas, comme le jugement a été rendu le 20 décembre et qu'il condamne aux peines maximales les dirigeants incriminés pour leur politique d'entreprise, on peut dire que dans le cas du procès France Télécom du moins, les effets se sont produits.
et des vrais effets, même si ces peines restent dérisoires eu égard aux faits reprochés. Ce jugement est une vraie victoire symbolique. Les victimes reconnues du harcèlement étant l'ensemble des salariés de l'entreprise, c'est-à-dire un groupe salarial de centaines de milliers de personnes dont le tribunal a jugé que ce groupe était harcelé par un groupe patronal jusqu'à ce que maladie ou mort s'ensuive. C'est donc un jugement exemplaire. Et ce qui m'a singulièrement frappé dans ce jugement également, c'est qu'il insiste aussi beaucoup sur le pouvoir destructeur du langage. En vérité, une préoccupation très forte que la présidente avait déjà pendant les audiences. Elle consacrait des heures entières à interroger les accusés sur le sens du jargon managérial qu'ils employaient, avec un acharnement qui avait le don de les exaspérer et de faire apparaître les opérations réelles dissimulées par leur langage technique. Le jugement surenchérit sur cette attention portée au sens des mots, puisqu'il précise que sa fermeté est directement liée à un constat déjà effectué par Klemperer à propos du Troisième Reich, une langue technique conçue selon certains objectifs de productivité et instituant des différences de droit entre les hommes peut transformer un corps social jusqu'à faire que tous les moyens soient permis pour parvenir à l'efficacité telle que cette langue l'a définie. Donc c'est un jugement exemplaire, mais il a été rendu dans des conditions d'adversité maximale. Ces conditions d'autoréférentialité dont je parlais. Des conditions d'enlisement dans un monde configuré d'une certaine manière. Une manière dont les formules ne cessent de se préciser, Macron lui-même leur ayant justement fait faire un nouveau progrès en appelant à propos du congé de deuil pour un enfant, à ce que, je cite, « l'humanité retrouve l'efficacité ». Les configurations dans lesquelles s'est tenu le procès sont celles qui rendent dispensable de souffrir de la mort d'un enfant et celles qui rendent indispensable d'ajuster l'humanité à l'accroissement des return on equity et des dividendes. Lorsque le tribunal décide de condamner l'organisation du travail qui découle de cette configuration, c'est donc beaucoup, mais au fond, c'est très peu, car toutes les structures restent intactes. Le tribunal n'a pu s'en prendre qu'à l'épiphénomène, à la partie émergée de l'agencement d'ensemble, partie émergée qui était seule attaquable. Le jugement ne pouvait échapper au monde dans lequel l'institution judiciaire, elle aussi, est prise. Comme le rappelait Maître Tessonnière dans une émission, il existe un article 0 au Code du travail. Charbonnier est maître chez soi. Le droit de propriété surdétermine tout ce qui pourra se faire en droit du travail, et dans notre État financiarisé, l'article 0 a considérablement étendu son nombre porté. La méthode France Télécom, déjà féconde en suicide alors, a essaimé depuis et répand partout ses effets, par exemple à l'hôpital public où une petite fille vient de mourir gangrénée aux urgences. J'ai vu à la manifestation du 5 décembre dernier une pancarte disant « Macron, tu es le Didier Lombard de la Startup Nation ». Et en effet, faire partir 22 000 salariés par tous les moyens, sans plan social, pour, je cite, « libérer du cash flow », c'est le même programme que celui qu'expose Macron dans Révolution, où il se donnait pour objectif de, je cite, « libérer le capital de ses entraves sociales ». Et c'est aussi la logique par laquelle la députée LREM, opposée à l'allongement du temps de congé pour deuil d'enfant, déclarait que, je cite encore, « s'acheter de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises, c'est quand même un peu facile ». Elle ajoutait, en manière d'excuse devant le scandale suscité par sa formule, « On a peut-être été trop technique, en tout cas pas suffisamment lisible ». Ce sont les phrases mêmes qu'on entendait au procès répétitivement, dans les interventions de Lombard, de Venès, de Barberot, de Dumont, de Moulin et de leurs avocats. Je cite au hasard, « Les normes, c'est pas personnel, Madame la Présidente. Les process sont les process. On a des problématiques techniques à faire passer. » C'est comme ça qu'on a pu voir, pendant 2 mois, des prévenus parfaitement éberlués qu'on leur reproche quelque chose. C'était bien là autre chose qu'une stratégie de défense. Vraiment, ils en étaient estomaqués, qu'on leur reproche des opérations qui, par ailleurs, leur ont valu des tombereaux de récompenses. Lombard, par exemple, a été décoré de la Légion d'honneur pour ses prouesses à France Télécom, et il a été élu meilleur manager de l'année par BFM en 2008, pendant la vague des suicides. Barberot, Dumont, Moulin ont gravi tranquillement les échelons d'Orange, avant et après les suicides, avant et après le procès. Qu'est-ce qu'on vient leur expliquer qu'ils ont eu tort ? Ils reçoivent des médailles et des promotions pour ce qu'ils ont fait. L'indignation qu'ont suscité leurs réactions d'étonnement ou d'indifférence, elle s'exprime depuis un monde moral extérieur aux logiques économiques
Mais cette indignation ne se porte jamais à la compréhension de ce qui a déterminé les prévenus à se comporter ainsi. Ce qui fait que cette indignation en reste à son seul moralisme et n'a comme telle aucune chance de transformer quoi que ce soit. En appeler à l'humanité des prévenus dans un monde qui promeut l'humanité efficace, c'est-à-dire l'inhumanité, c'est se payer de mots. Et ça laisse grandir le mal et s'amenuiser le droit à souffrir de la mort d'un enfant. Le problème vient des rapports sous lesquels nous vivons qui déterminent les comportements des chefs d'entreprise. Raison pourquoi j'ai essayé de les décrire. En fait, ces rapports apparaissent partout. Déjà dans le bâtiment tout neuf du tribunal de grande instance, mais aussi dans les corps, dans l'écart insoutenable de ce que Durkheim appellerait le tonus social, entre les corps repus des prévenus, portés par la configuration actuelle des rapports sociaux, et les corps des parties civiles, martyrisés, parce que cette configuration, eux, les dessert. La norme invisible qui répartit les tonus différentiels, c'est l'ajustement au marché. Ceux qui ont des stock options engraissent, ceux qui sont les variables d'ajustement se disloquent, jusqu'au suicide. Et les morts étaient bien présents dans la salle d'audience, où chaque jour, on évoquait le cas d'absents que la contrainte actionnariale dûment introjectée avait poussé à s'enfoncer un couteau dans le ventre pendant une réunion, à s'immoler par le feu devant les locaux de France Télécom, à se pendre avec les fils du téléphone. Il faut avoir entendu avec quel mépris l'armée d'avocats des prévenus s'exprimait à propos de ces personnes. Il faut les avoir vus collectivement révulsés, j'insiste, révulsés, par la misère qu'on leur imposait de voir et d'entendre, les avoir vus rire pendant qu'on parlait de pendaison, pour comprendre à quel point de violence est rendue la guerre de classe aujourd'hui. En réalité, la domination est modérée et la norme établie, et les dominants n'éprouvent aucun besoin de simuler une quelconque compassion pour les dominés. Il est tout à fait clair que les salariés ne leur sont plus des semblables. Ce n'est pas seulement qu'ils voient des chiffres au lieu des personnes, c'est aussi que de toute façon, ils ne voient plus de personnes en dehors de leur caste. On oublie trop facilement qu'il faut que la catégorie de semblables soit installée pour soutenir des relations sociales qui ne soient pas celles de l'humanité efficace. Les débats aux audiences, pour cette raison même, étaient parfaitement cauchemardesques. Les fameuses répliques de Lombard, j'en rappelle seulement deux, donc je cite « Nos collaborateurs ont été privés de leur succès » ou encore « Ces suicides, c'est terrible, ils ont gâché la fête », relevaient typiquement du paysage mental de l'humanité efficace. Au bout d'un moment, il est devenu évident que Lombard ne comprenait pas ce qu'il fallait taire ou dire. Et lui et son épouse, qui assistaient à toutes les journées d'audience, ils ont mis au point un protocole prudentiel qui consistait à ce que chaque fois qu'il se sentait porté à dire quelque chose, il tourne la tête vers elle, qu'elle le foudroie du regard et qu'il ravale aussi sec. Les derniers temps, il avait si bien intériorisé la contrainte qu'il n'avait plus qu'une seule attitude. Quoi qu'il se dise, il ne pipait mot, il prenait des notes sur un cahier sans jamais lever les yeux. Ces gaffes irrépressibles de Lombard, c'était tout simplement les vérités inadmissibles dans le cadre de la singulière retenue résiduelle ou comédie de retenue, je ne sais pas ce qu'il faut dire, qui avait cours au procès. Une sorte de comme si implicite, comme si on n'était pas, en réalité, dans un ordre social intégralement configuré par la valorisation financière. Un comme si qui a en effet intérêt à être maintenu pour que perdure la dispersion de l'énergie politique en désespoir individuel. L'épouse Lombard, elle, avait saisi que certains niveaux de lisibilité ne devaient pas être dépassés. Évidemment, les limites du comme si tendent à s'effacer à force d'avoir le sentiment qu'aucun obstacle n'existe à l'approfondissement de la domination pure du capital. Mais au procès, il en restait quelque chose, à commencer par le fait que les dominants étaient sur le banc des accusés. Il n'était pas possible de revendiquer absolument ouvertement l'autorisation intégrale. Il fallait rester dans cette zone de langage qu'on parle tous et qui, quoique parfaitement nocive, a fini par s'imposer, par se faire passer pour neutre. Il suffisait de faire taire Lombard pour que le poisson agisse tranquillement. Ainsi, dans la salle Victor Hugo, qu'on incrimine ou qu'on défende les prévenus, ça parlait selon les contraintes actionnariales, bien cachées dans les limites du comme si. Du coup, effet typique de la cohérence d'un monde, les avocats des prévenus avaient tout un arsenal automatique à leur disposition dans la langue courante pour démontrer la responsabilité des salariés dans leurs problèmes et surtout pour démontrer qu'elle n'était en rien le fait de l'organisation du travail voulue par la direction.
Ils n'avaient qu'à se baisser pour ramasser dans le DSM les éléments de diagnostic psychiatrique à charge contre les employés. Au contraire, les avocats des parties civiles, voilà ce que c'est que d'être enfermés dans ce monde, devaient se débrouiller avec la langue psychiatrique refaite selon les exigences du capitalisme actionnarial. Le DSM, en effet, est une classification statistique américaine de troubles psychiques. Des troubles, dans la dernière version du DSM, il y en a déjà plus de 400, qui constituent en fait une liste de désajustements à une norme mentale et comportementale telle qu'est dictée par l'armée et l'industrie pharmaceutique. Une norme qui est parfaitement raccord, inutile de le dire, avec celle de l'humanité efficace de Macron. Ainsi, le DSM estime que la souffrance du deuil d'un proche devient pathologique passé 15 jours. C'est de ce normal-là que vient la réplique de la députée LREM, qui est tout sauf une anomalie, qui est une suite logique de l'imposition de ces catégories à la psychiatrie et la psychologie française depuis les années 80. À force, le normal voulu par les forces du capital est devenu le normal par défaut. Le DSM a établi une constellation de troubles qui émiettent la psyché en une pluralité de symptômes, chacun justiciable d'un médicament particulier. Tout ça pour le plus grand profit de l'industrie pharmaceutique. Au passage, ce qui vole en éclats, c'est une conception de la psyché comme système complexe et cohérent, manifestant un rapport singulier au monde. Ce qui est pulvérisé, c'est une conception des problèmes psychiques comme discours, comme expression conflictuelle d'une subjectivité. Et ce qui s'impose, c'est un cadre anthropologique qui refuse aux humains et le langage et l'inconscient, qui en fait des machines, bien ou mal réglées. Le DSM ne doute pas de savoir ce qu'est le normal. Il a des données statistiques pour le déterminer. Il affirme sans ciller avoir recueilli des données cliniques, je cite, objectives, purgées de la subjectivité du patient et du psychiatre. Des données psychiques purgées de la subjectivité, c'est quand même fort. Cette prolifération de symptômes jamais articulés entre eux procède d'une anthropologie fonctionnaliste où l'individu en bonne santé serait, comme dit Canguilhem, en sa place, à sa tâche. L'individu y devient une fonction, et tout événement mental qui lui arrive, la pensée aussi vraisemblablement, tend à être une perturbation qu'il convient de supprimer. Je n'exagère rien, le concept même de santé mentale est d'invention récente, et l'Organisation mondiale de la santé le définit comme suit: c'est l'ajustement de l'individu à ce qui ne peut être changé. Ce qui ne peut être changé, c'est un certain ordre capitaliste, indexé sur les cours de bourse. Un ordre qui se retrouve décliné dans tous les secteurs de l'existence, et bien sûr au travail. Le premier effet de cette indexation est de mettre la masse salariale en position de variable d'ajustement. Tout ajustement de compétitivité se fait par la masse salariale, donc par l'emploi. D'où il suit que pour faire les ajustements, la variable doit être rendue flexible par les plans managériaux, par la diffusion médiatique de cet enchaînement présenté comme nécessaire, par le DSM, par toutes les instances de redressement institutionnel disponibles. Et la matrice financière de tout cet appareillage d'ajustement, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Je fais ici une parenthèse pour dire que le peu que j'ai fini par comprendre des inventions et des institutions financières, je le dois à Frédéric Lordon, que j'en profite pour remercier. La liquidité, c'est une nouvelle configuration de la pulsion capitaliste. C'est le fantasme réalisé de la parfaite réversibilité désirante. L'appétit financier, grâce à la liquidité, peut faire ce qu'il veut à tout instant, changer d'objet à tout instant. Comment ce miracle arrive-t-il ? Par l'installation des structures de marché d'actifs déréglementés qui posent les deux conditions de la liquidité. La première, que les marchés soient totalement déréglementés. La seconde, qu'il y ait des myriades d'intervenants et des masses gigantesques, des masses financières gigantesques. Car l'un plus l'autre, c'est ça qui garantit à tout acheteur son vendeur et réciproquement à tout moment. Si ces deux conditions sont réunies, qui entre en bourse achète ce qu'il veut, comme il veut, et peut le revendre aussitôt pour acheter autre chose, qu'il abandonnera d'eux-mêmes, et ainsi de suite, selon les fluctuations de ses anticipations. La liquidité comme parfaite réversibilité, c'est donc la propriété épousant au plus près les fluctuations du désir d'objet. C'est la propriété idéale. C'est une propriété qui laisse libre de tout engagement durable. Les avantages sans les inconvénients. On comprend que les capitalistes n'aient pas l'intention de reculer une fois cette configuration permise. C'est même le contraire. Ils étendent la liquéfaction.
Si la liquidité se développe d'abord dans les marchés financiers, c'est-à-dire sur une classe d'objets particuliers, les actifs, l'offre pulsionnelle qu'elle installe est tellement irrésistible que les capitalistes tendent à la généraliser à toutes les classes d'objets. Pour commencer, il faut nécessairement que deviennent liquides, réversibles, ajustables, la relation de sous-traitance et la relation salariale. Ce qui implique la liquéfaction des sous-traitants et des salariés qui ne doivent plus immobiliser le flot. Toutes les tactiques de, je cite, déstabilisation positive, c'est une formule oxymorique qui était très utilisée par France Télécom. Donc, déstabilisation positive des salariés, réduction de la zone de confort des employés, accompagnement au changement, c'est à cette ajustabilité maximale des humains qu'elle vise. À compter des innovations de la liquidité financière, le capitalisme a entrepris de tout liquéfier. Et d'abord la force de travail, qui d'ailleurs s'appelle aujourd'hui le workflow, précisément parce que des entreprises comme Uber ont réussi à instituer ce fantasme du robinet de travail qu'on ouvre et qu'on ferme à volonté. On voit ici combien les mots travaillent de pair avec les institutions en dur pour construire un monde dans lequel les salariés doivent partir par la porte ou par la fenêtre, comme disait Lombard, si le cours de bourse l'exige. Dans le livre que j'ai fait sur le procès, j'ai essayé d'intégrer l'invention et l'installation de la liquidité dans une logique littéraire, ce qui n'était pas chose facile. L'idée était de faire entrer dans le personnel du livre les responsables des suicides qui manquaient sur le banc. Car les plans de départ ne sont pas décorrélables de leur cause, c'est-à-dire de l'ouverture du capital et de l'ouverture à la concurrence. Et cette histoire-là n'a jamais été racontée au tribunal de grande instance. Cette double ouverture, elle a été confiée en 1996 à Michel Bon, un inspecteur des finances dont j'ai fait un des pivots du livre. En effet, une fois France Télécom jeté sur le double front capitalistique et concurrentiel, Michel Bon a dû jouer le jeu des marchés, c'est-à-dire grossir ou périr. Et Michel Bon n'a pas très bien porté son nom, cette fois-ci ni aucune autre. C'est son plus grand talent de faire mentir le nomastique. J'ai voulu qu'on entre dans sa tête. Dans sa tête, parce que, une fois dans la structure, Michel s'est mu selon la structure. Celle-ci a favorisé chez lui une démesure dont les effets catastrophiques se sont, à terme, payés de vie humaine. La situation dans laquelle Michel Bon s'est retrouvé, c'est, en pleine bulle Internet, qu'il devait, d'une part, récupérer la plus grosse part du marché européen soudainement déréglementé, sans quoi il n'avait plus aucun pouvoir de contrôle sur les prix, et d'autre part, qu'il devait racheter ses concurrents avant que ceux-ci ne l'achètent lui, ce qui arrive lorsqu'on reste trop petit, donc exposé au risque d'une OPA hostile. Ces deux contraintes, ajoutées l'une à l'autre, font que Michel Bon s'est jeté dans des campagnes d'achat démentes. C'est ainsi qu'il a racheté Orange une fortune, qu'il l'a racheté à crédit, parce que l'endettement alors avait bonne presse à la bourse. Seulement, il s'est trop endetté, et la bourse a changé d'avis. Elle l'a estimé surendetté. Le service de la dette de France Télécom explose, les profits et les cours s'effondrent, Michel Bon est exfiltré, et les PDG suivants, Thierry Breton et Didier Lombard, sont chargés de procéder à l'ajustement compétitif dont on parlait plus tôt, sur la masse salariale dont on parlait plus tôt. C'est ça la cause mécanique des plans TOP, NEXT et ACT, tels étaient leurs acronymes, qui étaient en cause au moment du procès. Dans l'état d'endettement écrasant qu'a laissé Bon, la violence des méthodes est demandée par l'État et les actionnaires. Ils doivent rétablir la profitabilité à tout prix, ce qui veut dire ajustement de la masse salariale, et sans plan social, c'est encore mieux. Thierry Breton, le grand oublié de cette histoire également, est ensuite devenu ministre des Finances de Sarkozy. Il est maintenant commissaire européen. Le concernant, il y a prescription. C'est la raison pour laquelle il n'a jamais été évoqué. Quant à Michel, il poursuit une intense activité de lobbying pour l'actionnariat salarié. Alors on comprend mieux que Lombard et son numéro 2 Venesse se désolent de l'injustice qui leur est faite. C'est un peu vrai, au fond. Tout le monde s'en sort, sauf eux. Chirac, Fillon, Jospin, qui ont mis en application les traités européens d'ouverture à la concurrence, autres sur détermination des suicides, personne ne leur dit rien non plus. Pas une seule fois, ils n'auront été nommés au procès. Et pourquoi ? Parce que les effets de notre forme de capitalisme sont des effets différés. Ce qui explique que le droit ne puisse pas incriminer les vrais coupables et est à déployer une inventivité et une persévérance incroyables pour au moins qualifier les préjudices. Mais la littérature, elle, ne connaît pas la prescription. Elle peut reconstituer les chaînes causales les plus lointaines et elle peut surtout
se charger de retourner la violence acquise de droit. Et même, contrairement au droit, contrairement aux ouvrages de sociologie, contrairement aux salariés sous menace de DSM, la littérature, elle, peut se permettre la colère. Ces dirigeants m'inspirent une détestation que je n'ai pas cherché à dissimuler. J'ai même cherché les moyens formels de les rendre à leur vérité, c'est-à-dire de les rendre à leur caniveau. Et une autre des raisons qui m'ont poussé à continuer l'article en livre, c'est que ces gens sont odieux, que leur impunité est odieuse, et que tout ce qui peut les montrer dans leurs œuvres me semble bon à prendre pour rediriger la colère vers ceux qui la méritent. Voilà. Je crois que j'ai été un peu longue, mais pourtant je n'ai rien dit du comment. J'ai simplement essayé de parler de l'intention et des matériaux. Et je veux dire pour finir que ce qui est certain, c'est que ce travail de la langue, comme travail de l'humidité dont je parlais tout à l'heure, je l'entends au sens où l'entendait Monique Wittig. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle aussi, elle cherchait à faire quelque chose par et dans la langue, parce que l'agencement langagier de son époque produisait une répartition des pouvoirs parfaitement invisibilisée. Wittig a entrepris de défaire la naturalité de la grammaire, qui est toujours politique. Pour ma part, j'avais à réengendrer la langue du capitalisme actionnarial à partir de ses structures économiques pour cerner et ce que cette langue ainsi structurée nous oblige à dire et ce qu'elle nous interdit de dire, partant, ce qu'elle nous empêche de faire. À savoir, nous débarrasser des automatismes qui, par phrases toutes faites interposées, nous font consentir à l'empire de la liquidité et au règne du salariat ajustable, c'est-à-dire des salariés chosifiés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, j'ai tout de suite une question. Tout bon roman a un épilogue. Il me semble que tu n'es pas encore revenu, dans ton exposé, tu n'es pas revenu sur le rendu du procès. Est-ce que tu pourrais nous en donner 2 mots ou... J'y suis un peu revenue au début, oui. sur le jugement. Ouais. C'est ce que j'ai dit, les peines maximales qui avaient été demandées ont été prononcées. Simplement, les peines maximales, elles étaient relativement dérisoires. Elles avaient surtout une valeur symbolique. Alors, Maître Tessonnière, qui est dans la salle, qui pourra parler mieux que moi des avancées de ce jugement, avait rappelé lors de sa plaidoirie en juillet que l'enjeu, en réalité, était surtout symbolique. Et il avait cité, je ne sais plus comment elle s'appelle, Monique Chénier-Gendron, c'est ça ? Je ne sais plus son nom. Vous l'avez oublié aussi. Enfin, une juriste... Oui, qui avait dit cette chose très juste, à savoir que le droit avait 2 finalités. Une finalité, punitive ou de redressement, mais également une finalité expressive qui consistait à formuler l'ensemble des interdits majeurs qui devaient structurer une société. Ce à quoi Maître Tessonnière ajoutait que l'idée là de ce que le jugement avait à produire, de ce que la Cour avait à formuler, c'était bien plus de se montrer à la hauteur de la fonction expressive du droit, donc de la formulation de ces interdits majeurs, que de prononcer une peine en quelconque rapport de proportion avec la gravité des faits qui étaient reprochés. Et c'est effectivement ce qu'a fait la Cour, puisqu'ils ont pris la décision de valider l'ensemble des condamnations. Il n'en demeure pas moins que la prison ferme, ils n'en feront sans doute pas, ils ont fait appel, etc., mais que symboliquement, la décision a existé. L'autre chose très importante, ça je l'ai dit, mais je le répète, c'est que l'ensemble des salariés a été considéré comme victime du harcèlement. Pas simplement les salariés dont on a pu faire la démonstration via le DSM qu'ils avaient été martyrisés ou encore qu'ils se sont effectivement suicidés. Et ça, c'est un énorme progrès, parce que c'est une manière de démontrer que c'est une politique d'entreprise qui a été menée délibérément, une politique d'entreprise qui théoriquement devrait permettre de gérer cette entreprise, qui ici a permis de la déconstruire complètement, parce qu'elle était organisée selon des finalités qui étaient celles, comme je le disais tout à l'heure, de l'intérêt des actionnaires, et absolument pas celles de l'intérêt de l'entreprise et de sa logique de bon fonctionnement intérieur. Voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, très bien. J'ai une dernière question.
Après, je passerai la parole au public. À mes oreilles, ton exposé me faisait beaucoup penser à une sorte de rendu d'enquête. Une enquête qui pourrait être, par exemple, une parfaite enquête journalistique, ce qu'on demanderait à un journaliste, ce que le journaliste pouvait produire, par exemple, au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe siècle, quand les journalistes avaient le temps d'enquêter, de mûrir, de produire aussi des concepts de temps en temps. Et donc j'avais vraiment l'impression de ça. Mais il s'agit d'un livre que tu as écrit qui veut se situer dans le champ de la littérature ou à l'entrecroisement de l'essai, de la littérature, etc. Et je me demandais, dans tout ton travail d'écriture, qui a nécessité aussi un travail d'enquête, de quelle manière ton travail, ou même ton métier d'écrivain, pouvait se télescoper avec le travail d'enquêtrice, qui tient plus à une sorte d'enquête journalistique. Voilà. Alors, je ne me suis pas trop posé la question du journalisme, mais de toute manière, dans mon esprit, la littérature, c'est une méthode d'investigation, ça c'est certain. Donc, dans mon livre précédent déjà, j'avais été chercher une compréhension aussi exacte que possible en allant demander aux différents acteurs du champ de ce que pouvait être le numérique. Donc aussi bien à ceux qui militent pour que le numérique sorte de sa complète indexation sur les logiques néolibérales que du côté des start-upers, etc. Donc j'avais essayé de comprendre comment ça fonctionnait, j'avais essayé d'attraper leur langage, leur logique, leur régime de pulsionalité particulier, et à partir de ça, de fabriquer une intrigue, un procédé de composition, des personnages qui me permettent de problématiser ce qui, politiquement, pulsionnellement et psychiquement, était en jeu dans ce que les technologies numériques produisent comme configuration du corps social. Et dans le cas de France Télécom, c'est un peu la même chose, sauf que, à vrai dire, je n'ai pas eu l'idée de faire l'enquête avant que l'enquête vienne à moi, en quelque sorte. Je suis allée assister au procès sur la proposition de Nathalie Quintane qui m'a mis en contact avec Éric Benel de Sud Solidaire, qui avait organisé toute une plateforme où chaque jour des artistes, des sociologues, des auteurs faisaient des comptes rendus sur chaque journée d'audience. Et c'est en lisant la plateforme qui s'appelait La Petite Boîte à Outils, et en allant moi-même assister aux audiences, que j'ai été tellement, tellement choquée, je pense que là c'est le seul mot, tellement ahurie par la violence de ce que je voyais, que je me suis sentie requise de faire quelque chose, de sortir de mon rapport à la littérature. Jusque-là, moi j'écrivais des romans, ce que je n'ai pas fait cette fois-ci. C'est pas du tout un roman qui va sortir à la rentrée. C'est, je dirais pas non plus que c'est une enquête, c'est vraiment une mise en rapport un peu réticulaire d'éléments de la situation, donc les éléments de langage tels qu'ils nous configurent, mais aussi la manière dont les corps se positionnent, dont les stratégies individuelles se construisent à l'intérieur de la configuration dont j'ai parlé. Et je me suis sentie forcée d'essayer d'en rendre raison d'une manière ou d'une autre par des moyens littéraires. Et alors là, pour répondre à ta question, je pense quand même qu'il y a une différence avec le journalisme qui est que il s'agissait moins de faire une chose factuelle. Alors bien sûr, aller chercher les faits, être relativement exact, j'y suis toujours très attachée, mais il s'agissait surtout d'opérer directement dans la langue, d'aller voir dans la langue. Alors ça, je peux pas effectivement en donner une impression puisque je peux pas lire le texte, mon éditeur me l'a interdit avant la sortie du livre, mais ce que je voulais, c'était Pardon ? Ah non, c'est pas ça, c'est que là, c'est un engagement entre lui et moi. Mais du coup, c'est ce que Wittgenstein dit à propos de la philosophie quand il dit qu'elle doit défaire les crampes de la langue. Ben là, c'est tout à fait ça qu'il s'agissait de faire. C'était essayer de faire bouger des endroits qui sont complètement solidifiés, qui circulent comme ça, par blocs, ce que j'ai appelé le langage à tirets dans mon livre, et de les articuler à toutes ces questions que j'avais découvertes au fil de l'enquête dont tu parlais. Voilà, pour parvenir à déplacer, c'est toujours ce que dit Wittgenstein, à déplacer en quelque sorte non pas les énoncés
d'accord ou de désaccord avec la situation du capitalisme financiarisé, mais tout simplement le langage sous-jacent qui permet à ces questions d'être formulées de telle manière, dans la manière dont c'était formulé dans le procès France Télécom qui m'avait tellement frappé, une manière ligotante me semblait-il. Voilà, donc en réalité, là ça ne se voit pas peut-être à cause de la manière que j'ai adoptée d'en parler, mais en réalité ça se passe vraiment beaucoup plus dans la langue que ça n'en a l'air. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Tout d'abord, merci pour cet exposé, c'était vraiment très brillant. Et ma question tourne autour des passions. Et vous avez eu de cesse dans votre exposé de faire un exercice de contreeffectuation, comme dirait Deleuze, de replacer l'individu dans les structures, domination. Et en même temps, j'ai eu le sentiment personnel par moment, notamment lorsque vous évoquiez ce fameux Lombard, de sentir une forme de passion punitive. Hein. Dans la peine, il y a quelque chose de passionnel, qu'on parle de régime de passion ou de pulsion. Et finalement, j'ai envie de vous poser une question de manière un petit peu crue, c'est est-ce que vous auriez voulu voir Lombard en prison ? Est-ce que finalement vous auriez voulu le voir enlever ses lacets, enlever ses godasses et passer les portes de la santé, quoi ? Je pense que non seulement il l'aurait mérité, à mon avis, mais je ne sais pas si la prison est particulièrement une solution en soi, la prison, je veux dire. En revanche, l'idée qu'il a fallu 10 ans pour monter cette procédure, au terme de laquelle il va devoir payer 15 000 €, c'est-à-dire 3 cacahuètes et demi pour lui, et par ailleurs qu'il n'ira pas du tout en prison, qu'il ne subira rien, c'est comme Balkany qui ressort de prison en ce moment. C'est-à-dire il y a une... je ne sais pas comment dire, mais il est tellement flagrant que de toute manière, tout leur est permis et que ça peut continuer ainsi, que oui, je suis tout à fait d'accord avec votre formule passion punitive, je ne sais pas comment il faut dire, mais vengeresse plus exactement. Enfin, c'est très clairement pour ça que j'ai écrit l'article et le livre. Ma fureur, quand j'ai vu... Franchement, je me souviens de cette audience, mais j'en ai un peu parlé dans l'article de lundi matin, je crois. Enfin, je me souviens plus, je confonds l'article et le livre maintenant, mais il y avait quand même cette audience absolument atroce. Alors, au fur et à mesure des journées, à chaque fois, les prévenus se mettaient à rire, les avocats se mettaient à rire, etc. Et soudainement, Maître Beaulieu, qui était le défenseur de Louis-Pierre Venès, je crois, qui auparavant avait été la défenseur de DSK, donc pour donner une idée, et du DRH à la chemise arrachée d'Air France. Donc c'est toujours les mêmes avocats qui assurent le service. Soudainement, parce que la procureure se moquait de son client en disant que l'interprétation grotesque, je cite, que Louis-Pierre Venès avait donnée de la réaction d'une salariée, puisqu'il avait dit qu'elle s'était suicidée par mimétisme, leur grande ligne de défense. Donc, parce que la procureure s'était moquée de lui parce qu'il avait donné cette interprétation, Maître Beaulieu a jugé nécessaire d'intervenir 5 minutes avant la fin des audiences, quand même, de la journée, pour dire qu'en fait non, c'était cette salariée qui était complètement déséquilibrée, et citer à l'appui de ça le récit des rêves que cette femme avait fait à la police, dans lesquels elle expliquait qu'elle avait rêvé qu'elle était avec une collègue dans un endroit où ils étaient persécutés par des gens qui devaient les sélectionner pour les éliminer, toute une série d'éléments comme ça absolument atroces. Dernière partie du rêve, elle avait rêvé que Lombard la violait. Et alors, elle s'arrête sur ce récit. La dame avait fait une tentative de suicide. À chaque fois, on parle de trucs absolument terribles, etc. Elle s'arrête sur ce récit et en tire comme conclusion que décidément, cette femme a vraiment un problème, qu'elle est complètement déséquilibrée et qu'il faudrait voir arrêter d'accuser des gens comme il faut, d'avoir des agissements inconvenants quand ce sont clairement les salariés qui ont un problème au cerveau, quoi. Et c'était vraiment absolument terrible d'entendre un truc pareil. Elle était convaincue de son truc, tous les bancs des accusés étaient convaincus de leur truc, et qu'elle ose faire ça, que c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on puisse faire porter à quelqu'un la responsabilité de son inconscient qui exprime une souffrance abyssale.
mais oui, ça donne vraiment envie que quelque chose leur arrive, qu'ils se fassent dégager. Enfin, c'est même plus ça que la prison. C'est vraiment, c'est pour ça que j'avais à cœur de signaler quelles étaient les causes véritables et les véritables acteurs. Je pense que plus encore que Didier Lombard, moi c'est Michel Bon que je supporte plus. C'est vraiment un truc quand on comprend ce que ces gens ont fait et dans quelle impunité lui aussi, lui c'est bien pire que Lombard, lui il a même pas eu une égratignure à son veston. C'est plus l'idée que les gens les distinguent au moins, que voient ce qu'ils font, comment c'est possible qu'ils le fassent, et que ce soit à ça qu'on cherche à s'attaquer, plutôt que de parler de la vidéo de Griveaux, quoi. Enfin, il y a vraiment un décalage, voilà, c'est plus ça. Mais en effet, c'est vraiment par fureur, ça c'est sûr. Voilà. Merci pour ton exposé. Je reviens sur cette histoire de fureur. Moi, je trouve que tu as dit le mot de colère au départ. Et je trouve qu'un affect de colère, ça resitue les choses à leur place. C'est-à-dire quand le monde marche sur la tête, ce qui est le cas en ce moment. Alors moi, je suis psychiatre. Quand les gens ils viennent pour des histoires de souffrance au travail, en effet, la première des choses, c'est de leur dire vous allez prendre un avocat, vous allez voir le syndicat, etc. C'est-à-dire surtout pas pathologiser ce que tu racontes par rapport au DSM. Mais là aussi, je pense que, tout comme la langue, il faut voir où sont les contre-pouvoirs à l'intérieur même du système. C'est-à-dire qu'est-ce qui est une sorte de pouvoir altérant le système. Bon. Et je crois que la colère, c'est un des altérants majeurs. Alors moi, à l'hôpital public, tout ce que tu as raconté, on a la même chose, avec les mêmes éléments de langage, etc. Mais ce qui est important, par exemple, il y a les directoires. Les directoires, c'est les chefs qui se réunissent avec les directions, etc. Et souvent, on nous parle d'acronymes. Alors, par exemple, tu as les EI. C'est les événements indésirables. Alors, à chaque fois, quand tu dis, mais que fait ici l'État islamique? Alors, les gens, ils se disent... Et en fait, tu peux à chaque fois désajuster avec de l'humour, un peu du désespoir. L'autre fois, il y avait les certificateurs qui venaient à l'hôpital en disant, mais est-ce que vous avez bien les bons outils pour la certification? Alors je dis oui, on a racheté des cordes et tout ça. Alors, alors il y a un petit côté de sidération, mais je pense que c'est important de renverser aussi la sidération, quoi. C'est-à-dire qu'ils nous piègent en permanence. Enfin, on sait les urgences, on sait à quel point c'est le bordel. Ils nous disent à chaque fois non, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on va créer des bed managers qui vont fluidifier les lits, enfin tous ces trucs-là. Et il faut absolument, je crois, ne pas minimiser les petites inventions, mais hyper microscopiques. Moi, par exemple, les gilets jaunes, ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est toutes les inventions dans la langue qu'il y a sur les gilets. Faut voir le plein le dos, là, le bouquin qui a été fait. Enfin, c'est absolument revigorant, et je trouve que ça précise une langue vraiment vivante, quoi, et qui est une langue non pas seulement de résistance, mais aussi de création. Et je crois que c'est là aussi, ça désajuste et ça réajuste vraiment autrement. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Je voulais revenir sur cette victoire symbolique que vous avez évoquée. Il me semble qu'à la fin du procès, il y a eu ce concept de harcèlement institutionnel qui a été considéré comme une vérité et qui va être consigné, va être inscrit dans le droit, non? À la fin du procès, après beaucoup de débats sur la notion de harcèlement institutionnel, harcèlement collectif, ils se sont posé la question si ça peut exister, le harcèlement institutionnel. Il a été reconnu comme un élément dans la justice. Parce qu'il faut voir qu'une des lignes de défense au début, c'était que l'harcèlement, il est totalement individuel et que l'harcèlement n'a pas d'effet que sur des personnes fragiles. Oui, absolument. C'est énorme. Qu'à la fin, ils reconnaissent qu'il y a un harcèlement institutionnel, que l'institution peut devenir perverse, harcelante. Oui, et que le harcèlement peut être collectif, la souffrance peut être collective. Oui, tout à fait. Jean-Paul, vous voulez dire quelque chose à ce propos? Enfin, ce que vous êtes en train d'expliquer, Jean-Paul Tessonnière, qui était l'avocat de Sud, donc d'une partie des parties civiles,
et l'un des deux ingénieurs de cette stratégie, donc peut-être qu'il peut dire des choses sur la question. Je sais pas, tu peux... Un micro, Maxence, tu... Je pense que là, il sera beaucoup plus exact que moi sur cette question. C'est pas sûr. Oui, je voudrais dire, sans être trop long, d'abord, assez curieusement, le procès s'est organisé autour d'une notion, moi, autour de laquelle j'ai tourné pendant des années, sans bien comprendre comment m'en servir. C'est le délit de harcèlement moral de 122-33-2 du Code pénal, qui est un objet un peu étrange et qui a été introduit dans le Code pénal avec, comme texte à l'appui de cette introduction, les travaux d'Irigoyen à l'époque qui insistaient sur les rapports interpersonnels. En gros, on avait d'un côté un pervers narcissique et de l'autre côté une victime. Et le harcèlement moral permettait de punir le pervers narcissique. Et bien entendu, pour un certain nombre de juristes, et j'en fais partie, j'ai vu arriver ce délit avec une certaine méfiance parce que ça m'apparaissait comme une régression dans les rapports sociaux, c'est-à-dire une psychologisation des rapports du travail et finalement un contournement de ce qui faisait jusque-là, je dirais, la richesse des affrontements sociaux et de la conscience de classe. Et puis, s'est développée une notion, et c'est ce que vous avez indiqué tout à l'heure, plus collective du harcèlement moral, autour de la notion de harcèlement institutionnel. Et j'ai le sentiment qu'à l'heure actuelle, la Cour de cassation, en tout cas la Chambre sociale, travaille sur une autre notion qui est très proche, qui est le harcèlement systémique. Comment un système, en dehors même de l'intervention directe, hormis pour la mise en place de ce système, mais sans intervention directe de ceux qui en sont les promoteurs, peut créer du harcèlement et donc finalement des actions qui sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale. Donc il y a toute une réflexion sur cette question-là, mais bien entendu, le grand apport du harcèlement institutionnel ou du harcèlement systémique, c'est qu'il permet de confronter non plus deux individus dans des rapports interindividuels, mais une hiérarchie adossée à une politique d'entreprise, c'est les termes que vous avez utilisés, mais qui sont utilisés par le tribunal, et de l'autre côté, l'ensemble du personnel. Je vais répéter rapidement ce que vous avez très bien dit tout à l'heure, c'est que je crois que c'est la première fois qu'un tribunal correctionnel reconnaît recevable la constitution de partie civile de personnes qui sont venues dire par notre intermédiaire « nous ne sommes victimes d'aucune maladie ». Nous ne subissons pas aujourd'hui les conséquences de ce qui s'est passé à France Télécom à l'époque. Mais nous étions partie du personnel, nous avons vécu ce qui s'est passé, nous avons vu ce qui s'est passé, et à ce titre, nous demandons à être reconnus comme victimes. Et les 120 victimes, entre guillemets, qui n'avaient pas de préjudice, ont été reconnus recevables par le tribunal, qui ainsi a démontré que c'était l'ensemble du personnel, à travers eux, l'ensemble du personnel, malade ou non malade, victime traditionnelle ou non victime traditionnelle, qui devait être considéré comme la victime. Donc 120 000 victimes des politiques managériales mises en place par France Télécom. Ça, c'est une première absolue sur le plan du droit. Et c'est extrêmement important parce que ça permet d'avancer dans une réflexion sur la question. Finalement, je vais passer très rapidement à ce que je voulais dire également, c'est que c'était un procès dans lequel il y avait une sorte de dissensus total. En général, dans un crime habituel, quelqu'un assassine son voisin d'un coup de couteau, l'auteur des coups est parfaitement conscient de ce qu'il s'est mal conduit, qu'il s'est conduit, en tout cas qu'il a enfreint la norme. Dans le procès France Télécom, pas du tout. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure. La première réflexion de Lombard quand on le met en examen, c'est de dire « Mais comment pouvez-vous me mettre en examen pour harcèlement moral
alors que je ne connais pas la personne dont vous me parlez? Comment puis-je avoir harcelé moralement M. Dupont alors que je ne le connais pas, que je ne l'ai jamais rencontré, que je ne savais même pas jusqu'à il y a une minute qu'il était membre du personnel de France Télécom? Donc, et le tribunal prend acte de ce dissensus, parce que bien entendu, les avocats de la défense vont fouiller cette histoire-là. Et le tribunal va commencer, j'ai jamais vu ça dans un jugement, première partie du jugement, la conception du harcèlement moral selon les prévenus. Et il développe les arguments de Lombard pour dire « mais je ne peux pas harceler moralement quelqu'un que je n'ai jamais vu et que je ne connais pas ». Et puis deuxième partie, la conception du harcèlement moral selon le tribunal. Et le tribunal explique d'une façon lumineuse, alors là je ferai grâce de la démonstration, pourquoi les faits qui sont reprochés à Lombard, qui ne connaît pas ces victimes, entrent dans le cadre de ce harcèlement moral. Voilà. Donc je pense que là, on a franchi une étape extrêmement importante avec la notion de harcèlement moral institutionnel. Il y a encore d'autres étapes à franchir, mais le jugement de ce côté-là est un jugement sans doute qui fera date. Bonsoir. Il y a un truc que je comprends pas vraiment, c'est est-ce que pour vous la littérature c'est fait pour alerter les gens, ou est-ce que c'est fait pour avoir une vraie réponse et un vrai pouvoir pour acter? Parce que j'ai l'impression que ce dont vous parlez, peut-être à tort, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose de très au fait. Ce qui est problématique, c'est les mécanismes qui ont lieu et comment on s'en débat, mais pour moi, j'ai pas l'impression que la littérature puisse donner au clair les mécanismes qui fait qu'on peut se débattre de l'emprise qui serait soit psychologique, soit conceptuelle, avec les mots qui sont employés par notamment le néolibéralisme. Et donc, voilà. Vous me dites si je réponds pas, hein, ou si je réponds à côté. Moi, j'ai l'impression qu'il y a deux choses. Sur la question de... Est-ce que... J'ai cru comprendre ça. Hein, est-ce que la littérature peut mettre au jour les mécanismes précis contre lesquels il faudrait... Non, pas du tout. Ça, c'est bon, d'accord. Donc, c'est plus... En quoi elle agirait ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'elle peut donner les possibilités d'agir? Oui. Oui, d'accord. Alors moi je pense que c'est infra, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que c'est des déplacements qu'elle peut opérer dans la langue, mais en tant que la langue, elle est l'endroit de l'inscription et comment dire, du caractère agissant d'un certain rapport au monde dans lequel on est. Vous voyez, la langue en fait c'est toujours la cristallisation d'un certain état de société. Et elle se déplace en permanence. C'est ce que, comment s'appelle-t-il, Michel Foucault appelait les régimes de langage et les régimes de vérité. Chaque société a un ensemble de signifiants qui, comment dire, institue, exprime et fait agir, en quelque sorte, une certaine idée de la vérité, une certaine répartition des pouvoirs, une certaine configuration mentale au sens large. Ça, c'est une chose qui se joue en permanence en nous, à chaque fois qu'on prononce une phrase, etc., mais sur laquelle très peu de disciplines peuvent agir en réalité. La psychanalyse peut, et la littérature peut. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, moi, ces deux-là, j'ai vraiment à l'esprit qu'elles peuvent. Et c'est un petit peu comme dans une analyse, du coup, je vais utiliser une analogie. Le type de déplacements qui peuvent s'effectuer, comment dire, c'est comme s'ils nous concernaient tout le temps, mais qu'ils étaient quasiment impossibles à désigner ou à distinguer. C'est-à-dire, c'est le lent déplacement, comme des sortes de trucs de plaques tectoniques, d'un corps de signifiant à l'intérieur de notre propre corps qui va se décaler légèrement de l'endroit où il était jusque-là et simplement ouvrir du pensable, ouvrir du possible qui n'était pas présent dans la configuration précédente où il y avait juste comme un point de capiton qui tient un ensemble de fils
Et si le point saute, mais alors ça, pour qu'il saute, il faut qu'il y ait un lent travail qui soit effectué par des mouvements de langage, mais donc à chaque fois qu'on peut en opérer un, donc en tant qu'auteur de littérature par exemple, autant le faire, vous voyez, essayer de participer à cette lente transformation pour que le point saute et que du coup il y ait un réagencement des fils qui étaient tenus par lui jusque-là. Vous voyez, c'est comme chaque individu est, comment dire, a une grammaire à lui, une complexion, une idiosyncrasie qui se manifeste dans sa manière de se signifier, de se dire. Si il attrape cet individu, par exemple, dans une analyse, certains des signifiants très chargés pour lui et qu'il les fait dégorger, en fait, ça se modifie à l'intérieur de lui. Comment, du coup, le sens peut circuler, comment lui, il peut se dire et comment il peut se déplacer. Et là, je pense que c'est la même chose. Simplement, entre un langage qu'on utilise sans le regarder, un langage qu'on utilise en le regardant et en essayant de lui faire rendre gorge, dire des choses, etc., il y a une différence qui est celle d'une chose inaperçue qui nous gouverne à celle d'une chose dont, du moins, on a une espèce de conscience de ses mouvements, de ses limites et des déterminations où elle nous porte. Et ça transforme forcément les choses. C'est pas une histoire de prise de conscience. C'est une histoire de relation à ce que nous avons tendance à considérer comme une chose invisible, neutre et sans effet. Ce que n'est pas le langage. Le langage est précisément l'inverse de ça. C'est-à-dire, il nous tient, il nous transforme, il nous porte à certains endroits, et de s'en rendre compte et de voir comment il fonctionne, ça produit forcément des effets par cette réflexivité qui s'installe. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Ce sont des effets un peu difficiles à décrire. C'est ce que je disais tout à l'heure avec Wittgenstein là, sur les crampes mentales. C'est vraiment des endroits où c'est figé et où ça peut se réassouplir et donc faire d'autres modes de liaison, quoi. Voilà. Oui, j'aurais voulu faire une observation à propos de ce que vous avez dit. Pardon, oui. Vous avez parlé beaucoup de harcèlement, de souffrance au travail, et à travers je l'avais lu quelque part, mais la dame qui a eu des rêves, plutôt des cauchemars, jusqu'à la torture, ça me fait penser à quelque chose qui n'est pas juste de l'ordre du management actuel, c'est à la définition du mot travail, que j'ai peut-être pas besoin de rappeler, mais quand même c'est tripalium. Oui. On est en plein dedans. Est-ce que vous avez l'intention un peu d'en parler dans votre livre? Ce que j'aimerais bien. Du travail? Moi, je pense surtout qu'il y a différentes manières de travailler, parce que les sociétés installent différentes manières d'utiliser la force de travail. Donc là, dans un ordre capitaliste, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est dans une situation où non seulement on achète la force de travail, mais on considère qu'on doit acheter la force de travail d'individus qui doivent s'effacer, qui doivent devenir une sorte de pâte à modeler qu'on peut utiliser, jeter, remplacer, dégager à volonté. Moi, c'est surtout ça qui m'intéressait, c'était de voir comment le statut non seulement des travailleurs, mais des êtres humains dans l'ensemble était modifié en profondeur jusqu'à être parfaitement dénié par les logiques du capitalisme actionnarial. C'est-à-dire, si vous voulez, que bien sûr j'en parle, mais je parle plutôt de la manière dont les salariés, les employés deviennent des obstacles dans la circulation ininterrompue du flot d'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est plutôt ça que j'ai voulu montrer. Et donc du coup, par exemple, dans la psyché qui découle de la liquidité financière, il y a cette idée que rien ne doit coller. Rien ne doit coller parce que ça, c'est un actif qui vous bloque. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, le principe est qu'il faille tout le temps pouvoir revendre ce qu'on a acheté pour en changer et après faire la même opération à nouveau. Donc ça implique que du coup, les humains, les employés, deviennent les principaux problèmes des actionnaires. Les principaux problèmes dans la mesure où ils collent, où ils sont là pour empêcher que la propriété puisse être parfaitement fluide, comme l'idéal de liquidité financière tend à vouloir l'imposer. Moi, c'était plus ça qui m'intéressait.
Vous voyez, mais de la même manière, en fait, c'est tout à fait ça qui se passe avec Uber. D'ailleurs, Jean-Paul Tessonnière s'attaque aussi à Uber maintenant. C'est l'idée du robinet de travail dont je parlais tout à l'heure. Il faut qu'on puisse faire travailler en flux 270 personnes, arrêter tout, comme ça, automatiquement, que les gens soient absolument disposable, quoi. Il y a vraiment cette idée. Et moi, c'est plus ça qui m'intéressait, mais ça fonctionne dans tous les secteurs de la vie, en fait. Par exemple, je ne l'ai pas dit, mais des choses comme Tinder, etc. C'est la même logique qui fonctionne désormais dans la rencontre amoureuse. Géolocalisation qui permet de savoir où sont les gens, on les prend, on les jette, on va en chercher un autre, si ça va pas, on recommence ailleurs, c'est la même chose. Et c'est comme ça pour tout. C'est comme ça pour Uber Eats, les trucs où on mange, on appelle, on aura ce qu'on voudra. Bah non, finalement, je voulais pas un truc asiatique, je voulais une pizza, donc on change. Enfin, et au passage, ce sont les livreurs qui se retrouvent pris dans des logiques absolument infernales et qui sont obligés de tenir la cadence. Et moi, ce que j'ai essayé de montrer, c'est plus ça, et que cette logique-là, elle peut se décliner à la poste, dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux, absolument partout, et qu'elle a les mêmes effets délétères partout, qui ne considèrent plus le travail comme... Enfin, qui en fait doivent même défaire la possibilité des individus de se définir par le travail bien fait et par la capacité à savoir faire quelque chose plutôt qu'autre chose. Là, l'idée, c'est vraiment au contraire de briser absolument ça, parce que ça, c'est un problème eu égard aux impératifs de la liquidité financière. Vous voyez ? Moi, j'ai quitté l'éducation nationale parce que je me retrouvais dans cette situation-là aussi, parce que j'étais titulaire sur zone de remplacement. Et on m'a fait la même chose qu'aux salariés, qu'on a changé de leur poste de technicien pour les mettre sur des plateformes d'appel téléphonique. On me mettait sur 4 postes en même temps, avec des 6e, des BTS, des secondes, des machins. C'était complètement éclaté et aberrant, donc les endroits étaient dans des banlieues extrêmement éloignées les unes des autres, et ça brise la capacité de résistance des individus d'une part, mais ça brise aussi juste toute capacité à être au monde. Ça rend complètement cinglé comme truc. Donc moi, c'est plus ça, si vous voulez. C'est plus une destruction des humains, quoi. Enfin, qui me frappe au passage. Et pas simplement la destruction de l'idée du travail, qui serait autre chose que le tripalium dont vous parliez. Voilà, qui serait quelque chose qu'on puisse aussi faire servir à quelque chose comme, peut-être pas un accomplissement, faut pas exagérer, mais en tout cas quelque chose comme une réalisation d'une partie de soi, quoi, et pas simplement un massacre quotidien, quoi. Voilà. Oui, je voudrais donc compléter, aller dans votre sens, c'est-à-dire ce que vous venez de dire là est absolument fondamental, c'est-à-dire que derrière les discours, derrière les stratégies managériales, il y a un travail de destruction de ce qui faisait le lien au travail, l'attachement au travail, l'attachement au métier. Et cette destruction et cette atomisation des salariés, c'est elle qui a permis effectivement d'engager des pratiques managériales destructrices pour les personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui et pas directement dans le discours officiel, ou alors il faut aller dans le discours technique des managers tels que on le trouve dans les manuels, ou que Boltanski avait analysé pour les manuels. Il y a une vraie transformation du monde social pour qu'effectivement il n'attache pas, que les gens ne s'accrochent plus, ne fassent plus corps, ne soient plus capables d'agir ou de résister ensemble. Et pour ça, il faut les atomiser et les disperser en permanence, comme vous venez de le rappeler. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ça a été en question dans le procès, ou est-ce que on en est resté simplement aux excès de mépris ou de langage qui ont été utilisés pour les épidémies, pour le mimétisme lié au suicide? Est-ce qu'on est rentré dans l'approche technologique qui conduit aujourd'hui effectivement à développer des stratégies de fragilisation, de vulnérabilisation des travailleurs pour qu'ils ne soient plus à même, en capacité de se constituer des capacités d'agir ensemble, de travailler ensemble, qu'ils soient sans arrêt déstabilisés par les changements de poste. Alors moi, j'ai vécu l'époque avant les suicides, avec des salariés d'Orange
qui vivaient ça, qui étaient en train de vivre ça, qu'on avait déplacé effectivement des ordinateurs sur lesquels ils travaillaient pour les mettre sur la relation client, pour ensuite les redéplacer sur d'autres postes, pour qu'ils ne s'attachent plus effectivement à un savoir-faire, qu'ils ne soient plus en capacité de faire valoir leurs capacités propres et qu'ils ne soient plus que des pions dans le jeu des managers et qu'on puisse faire effectivement ce qu'on veut d'eux jusqu'à effectivement leur intimer l'ordre de changer même de lieu de résidence pour trouver un emploi, parce que c'est ça aussi qui a été en cause, hein, c'est qu'on puisse les déraciner complètement, même des attaches territoriales, des attaches familiales, des attaches sociales, pour que ce soit véritablement un flux et qu'on puisse travailler, qu'ils puissent travailler et gouverner de cette manière-là. Je l'ai un peu évoqué, mais la présidente a vraiment, pour le coup, harcelé les prévenus pour leur faire dire ce que voulaient dire leurs mots. Exactement. Par exemple, le terme que j'ai évoqué, la formule plus exactement, de déstabilisation positive du salarié. Déstabilisation positive du salarié, c'est un synonyme de, perturber la zone de confort, retirer la chaise aussi, qui était une autre formule qu'il y avait dans les documents des financiers de France Télécom. Et elle ne leur a fait grâce d'aucune de ces formules. Enfin, elle, son objectif, c'était de faire surgir le caractère délibéré, non seulement de la fragilisation des individus dont vous venez de parler, mais en l'occurrence, dans le cadre très particulier de la nécessité, comme je disais, d'ajuster la masse salariale pour réduire le service de la dette, juste tout simplement de s'en débarrasser, parce que l'objectif était d'éviter le plan social, qui aurait consisté en une dépense que Orange France Télécom n'était pas disposé à faire. Donc là, il y a un degré de plus dans l'histoire de France Télécom, qui est que c'est même pas rendre les gens, de les mettre à merci et tout à fait en disposer comme on veut, mais là, vraiment, c'était les mettre dehors, l'idée. D'ailleurs, Lombard, il n'arrêtait pas de le dire, hein, fidèle à lui-même. Hein, lui, c'était très clair, il fallait que les gens sortent et ils devaient sortir. Et j'ai entendu... je crois que c'est vous, Maître Tessonnière, qui le disiez, que lors des perquisitions, les documents qui ont été trouvés chez les managers révélaient une violence dans le langage, mais complètement aberrante, qui avait couru de tout en haut dans la hiérarchie, donc de ceux qui étaient sur les bancs des prévenus, en répercussion en chaîne, jusqu'en bas, jusqu'aux gens qui se sont trouvés martyrisés, suicidés, etc. Et que cette violence avait été installée comme la nécessité par laquelle il fallait en passer pour pouvoir sauver France Télécom. Parce que c'était ça l'idée quand même. Hein. C'était, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure de ce qui se passe quand on est en bourse, en gros, France Télécom devait à tout prix se débarrasser de son service de la dette, sans quoi ils allaient perdre dans le jeu capitalistique et concurrentiel. Donc c'est ça la complexité, c'est que on les avait... Bon, je reparle de cet élément qui était que pour mettre en place le plan, d'abord les plans top, mais après les plans Next et Act, on a fait venir des organismes de formation, dont un organisme qui s'appelait OB5. Alors OB5, eux, ils avaient deux protocoles de formation des managers pour leur faire comprendre ce qu'il s'agissait de faire avec les salariés. Le premier, c'était leur faire travailler ce document qui s'appelait les phases du deuil. Donc les phases du deuil, c'était tiré d'un manuel d'une psychologue américaine spécialiste des cancéreux en fin de vie. Et ces phases du deuil, qui étaient au nombre de 5, en réalité, c'était comment les psychologues peuvent aider donc le cancéreux à lâcher la vie. Mais c'est vraiment terrible. Hein, enfin. Donc ils ont transposé ça sur les phases du deuil du salarié, qui doit faire le deuil de son poste. Mais le cynisme de la chose est complètement ahurissant. Donc il y a vraiment à chaque fois, donc ils avaient prévu le moment dépressif, le moment de colère, le moment d'effondrement absolu et l'acceptation. Et vraiment, le truc était complètement intégré, c'est-à-dire les gens savaient qu'ils devaient passer par toutes les étapes, des phases du deuil pour se débarrasser de leurs employés. Première chose. Et deuxième chose, pour leur faire comprendre dans quelle situation était France Télécom, on leur montrait une carte de la bataille d'Angleterre
France Télécom devant se défendre contre les nazis, donc les nazis étant les concurrents de la téléphonie à ce moment-là. Et donc du coup, le sous-texte, c'est « on est en guerre, tout est permis ». Vous devez à tout prix remporter cette guerre, et l'enjeu, c'est, comme si on était dans un enjeu de guerre où on devait repousser les envahisseurs, c'est de les repousser à tout prix, peu importe le nombre de soldats qui tombent. Donc vous voyez, les choses qu'on leur mettait dans la tête, c'est quand même assez particulier. C'était encore un autre degré que simplement fragiliser les individus, je pense. Et je voulais dire une autre chose qui était... Oui, bon, ça m'y fait penser incidemment, mais Johan Chapoutot a sorti un livre qui s'intitule « Libre d'obéir ». Johan Chapoutot, c'est un historien spécialiste du nazisme. Il vient de sortir un livre intitulé « Libre d'obéir », dans lequel il retrace le parcours de, j'ai oublié son nom, d'un général SS qui a été chargé de créer la première école de commerce en RFA, donc l'équivalent de la Harvard Business School et de l'INSEAD en France, je crois. Et donc, en fait, Chapoutot montre comment le paysage mental nazi se déplace sans aucune difficulté pour créer le management par objectif, l'ensemble des choses dont on est en train de parler depuis tout à l'heure, les tâches flexibles, etc. Parce que, au fond, il y a dans la manière de considérer les individus, eu égard à un projet qu'il faut réaliser à tout prix, un projet de productivité intégrale, quelque chose de parfaitement commun dans les deux configurations mentales. Et c'est un truc assez saisissant quand même. À tel point que j'ai entendu Chapoutot dans un entretien à qui la journaliste demandait est-ce que vous trouvez que c'est exagéré de considérer que les concepts d'Hannah Arendt à propos d'Eichmann pendant le procès à Jérusalem sont exacts pour le néolibéralisme, pour ce qu'on a vu notamment au procès de France Télécom? Et Chapoutot répondait les concepts d'Hannah Arendt ne sont pas justes pour Eichmann, qui était extrêmement fier de ce qu'il faisait pour le service de la cause nazie. En revanche, ils sont parfaitement exacts pour les dirigeants France Télécom, qui, dans un espèce d'espace de déréalisation où ils ont une représentation du monde où les individus sont des quantités négligeables eu égard à la réalisation du programme de la liquidité financière, leur indifférence à ce qui leur arrive est complète. Et là, on arrive dans la banalisation du mal dont parlait Hannah Arendt. Donc c'est un paradoxe qui a quand même un certain intérêt. Voilà. On va encore, malheureusement, on va prendre encore une ou deux questions. Trois même, si vous êtes trop. Merci d'abord pour votre intervention et votre développement. Une question que je me posais, c'était, vous aviez évoqué la forme de votre roman qui va apparaître. Il me semble que vous n'avez pas précisé exactement la forme de celui-ci. Vous avez dit que ça serait pas seulement une enquête, mais que ça serait une forme de roman. Est-ce que ça va être une fiction, quelque chose qui est proche d'une enquête? Ça, c'est une question que je me posais. Et aussi, par extension, vous avez expliqué tout à l'heure un petit peu ce que produisez, ce que vous essayez de produire avec votre travail au niveau du changement, au niveau du langage. J'ai l'impression que vous avez moins développé le comment, en tout cas je l'ai moins compris, donc voilà le sens de ma question. Donc comment votre travail participe à cette forme que vous essayez de trouver, qui procède de changements au niveau du langage, et donc pas forcément seulement au niveau du langage, peut-être. Et donc comment dans sa nature littéraire, au niveau de la forme que vous essayez de mettre en oui, alors là, j'ai essayé d'en dire quelque chose, mais je pense que j'ai pas été assez précise. En fait, comme je ne peux pas lire des extraits du livre, c'est un peu compliqué d'en parler comme ça, c'est in absentia, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de ne pas parler de son fonctionnement. Puis par ailleurs, il est un peu difficile à décrire, donc c'est pas du tout un roman, mais alors pas du tout. C'est pas un roman, c'est pas une fiction. La raison de ça, c'est que il y en a deux. La première, c'est que je voulais faire quelque chose de réactif, parce que pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, sous l'effet d'un affect de colère, et simplement pour que enfin il y ait des sortes d'effets de la littérature qui ne soient pas étendus sur des dizaines d'années, etc. Et deuxième raison, enfin il y en a trois en fait. Deuxième raison, pour faire un roman,
il faut avoir incroyablement synthétisé les savoirs qu'on un roman comme je l'entends, donc avec beaucoup de savoirs techniques qu'on essaye de réinstiller à l'intérieur d'une narration. Il faut avoir synthétisé à un très haut degré les savoirs dont il est question. Par exemple, avant j'ai fait un livre sur Internet et pour Internet ça m'a pris quand même beaucoup de temps de comprendre, mais pour Internet j'avais une aide considérable qui était les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et leur pulsionalité, qui se branchaient complètement sur un modèle de littérature que je maîtrise beaucoup, qui est le roman épistolaire. Donc je pouvais faire jouer des problématiques sur cette situation de branchement pulsionnel qui est le propre de la gouvernementalité numérique et m'appuyer là-dessus pour articuler toutes les problématiques techniques, politiques que je voulais mettre en œuvre. Là, c'était très différent. Là, c'est un sol aride quand même, cette affaire de procès France Télécom. C'est toutes les affaires les plus sordides que nous vivons tous. Il y a une difficulté à savoir par où l'aborder. Et alors là, moi, je vois même pas ce que j'aurais pu faire comme roman. Je vois pas du tout. Soit faire le trajet d'un salarié massacré, je suis pas sûre que ce soit très intéressant. Soit raconter l'histoire pour le coup, suivre la trajectoire d'un Michel Bon ou d'un Thierry Breton. Ça serait peut-être un peu plus inédit dans la mesure où c'est pas trop raconté, mais vous voyez le travail. Moi, j'en ai pour 15 ans de documentation à faire un truc pareil. C'est ça qui va pas. Et qu'en plus, il faut arriver à raconter l'ensemble des interactions qui font que Michel Bon ou Thierry Breton agit ainsi et qu'en parallèle, le salarié se retrouve dans telle ou telle situation. À minima, il aurait fallu que j'ai ces deux points de vue et l'ensemble des déterminations qui permettaient de raconter ça. Donc, 15 ans de travail, enfin, je sais pas, j'exagère peut-être, mais au moins 5 ou 6 ans. Il me semblait que c'était trop urgent, la situation politique, que j'allais pas m'embarquer là-dedans, en fait. Et la troisième raison, ça c'est un autre truc, parce qu'en fait, au moment où je suis allée assister au procès, et où finalement j'ai fait le livre, j'étais en train de faire un roman sur la dette publique. Donc là, c'était encore un sujet vraiment sexy, mais du coup, la dette publique, c'est pareil, je souffrais mort et passion, parce qu'il fallait que je comprenne quelque chose à cette affaire, ce qui me demandait d'en passer par l'Europe, la BCE, toutes les histoires de dérégulation financière, mais aussi la totalité des secteurs du service public qu'on néo-managérialise via cette histoire d'austérité. Donc c'était gigantesque d'un point de vue documentaire. Et moi, j'avais le sentiment que j'étais en train de m'enferrer avec la narration, que ça allait pas être la bonne solution. Plus exactement, que ça allait me prendre un temps infini si jamais à la fin c'était la bonne solution. Et là, quand j'ai fait le texte de lundi matin, il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé où je me suis dit, ah mais là, même pour moi, il y a une reconversion de mon énergie, de mon affect de colère. Il y a quelque chose que je peux amener dans le débat. Je peux participer enfin à faire quelque chose avec des outils littéraires parce que je vais essayer de vous le décrire dans un instant, en gros, le fonctionnement du livre, mais il n'en demeure pas moins, même si ça ressemble à une enquête ou je sais pas quoi, que c'est vraiment de la littérature. Je veux dire, il n'y a pas du tout de protocole de sciences humaines dans ce livre. Je n'en fais qu'à ma tête, c'est-à-dire qu'à la tête de la littérature qui m'emmène dans les endroits où elle a envie de m'emmener. Donc il y a un peu tous les registres dans ce texte. Il y a des sauts temporels où on passe de Rabelais à Gombrowicz, à Kafka. Enfin, moi, tout ça me sert d'arrimage pour faire travailler la question de France Télécom avec des angles absolument inattendus. Il y a aussi que, alors ça c'est un truc qui m'est venu au bout d'un moment à force de les fréquenter, tout le monde, les salariés, les dirigeants, Angela Merkel, que sais-je, à force, il y a des monologues qui me venaient dans la tête de comment ces gens parlent, comment ils pensent. Quand je dis ces gens, c'est vraiment tout le monde, tous les acteurs du drame. Et ça, mais là c'était vraiment hyper agréable parce que j'avais pas du tout à installer toute cette lourdeur du roman où il faut que la couleur du cheveu du voisin d'à côté soit décrite, qu'on sache à quelle heure il s'est levé, quel est le nom de sa femme, quels sont ses problèmes dans sa vie. Même si ça n'est jamais dans le roman, tout ça, on doit l'avoir élaboré dans notre tête, sans même parler de la vraisemblance technique de ce qu'on doit raconter. Là, je pouvais prendre le meilleur de la narration, c'est-à-dire en fait des sortes de monologues où je finissais par savoir comment parlaient ces gens. C'est pour ça que je disais que c'était vraiment une problématique de langage. Et les mettre en place à l'intérieur de ce dispositif, donc avec plein de registres, des éléments de description du procès également, etc. Des éléments de description des traités de l'Union européenne. Enfin, il y a vraiment plein de trucs différents dans le livre. Et faire des sortes de monologues comme ça, où leurs paroles, du coup, soient réinscrites à l'intérieur de quelque chose qui est à la fois leur réseau de signifiance et à la fois une manière dont on n'entend jamais ces paroles-là.
Voilà, donc c'était ça, c'était une sorte d'exploration, c'est ça que j'ai fait, une sorte d'exploration par tous les moyens littérairement disponibles de cette situation, en me tenant éloignée du protocole romanesque. Voilà. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais juste poser la question. C'est bon, hein? Oui, bonsoir. Moi, je voulais juste poser la question de l'institution judiciaire. Je trouve quand même très étonnant que ce procès ait eu comme résultat ce que vous avez décrit, c'est-à-dire le mieux que l'on pouvait imaginer pour les victimes. Bon, moi, je pense que quand même l'institution judiciaire fait partie de la société. Mais je me pose la question, comment se fait-il que nous vivons dans un monde néolibéral et il y a eu ce jugement-là? C'était finalement une espèce de loterie. Si on était tombé sur une autre présidente que celle qui a été tout à fait bienveillante à l'égard des salariés, on aurait eu probablement, d'une part, des jugements différents, et puis surtout, on n'aurait pas été si loin dans la conception du harcèlement systémique, qui je trouve est une conception extrêmement qui ouvre vers l'avenir dans la jurisprudence d'une façon très très forte, hein, parce que moi, effectivement, lorsque j'avais lu le livre de Marie Irigoyen sur le harcèlement, j'ai eu exactement la même réaction que monsieur. Je me disais, mais ça c'est une histoire interpersonnelle qui nie en fait la lutte des classes. Je voyais bien que le harcèlement moral qui se passe dans les entreprises, ça n'est que la superstructure, que la chose la plus visible de la lutte des classes, au fond, hein. Alors, donc, ma question, c'est de savoir, on a eu de la chance, c'était une espèce de loterie, mais comment se fait-il que... Je ne comprends pas comment se fait-il que l'institution judiciaire ait pu rendre ce jugement. Est-ce que l'institution judiciaire est traversée par des mouvements qui sont déterminants, qui font que, bon, il ne faut pas désespérer ni de la justice, ni peut-être même de la police, je ne sais pas, moi. Mais oui, voilà. Mais c'est une question que je ne comprends pas. Est-ce que vous pourriez m'éclairer? Mais j'ai l'impression, maître Tessonnière, que vous serez mieux à même que moi de répondre à cette question. Moi, je pense qu'il ne faut pas en désespérer parce que j'ai rencontré des avocats comme maître Tessonnière et tous ceux que j'ai vus à ce moment-là et que j'ai vu cette cour extraordinaire. Il n'y avait pas seulement cette présidente, hein, mais les deux autres juges et les procureurs, des espèces de procureurs de feu qui se sont vraiment permises des allusions au moment de leur réquisitoire, des attaques frontales sur la question de l'assimilation aux nazis, etc. Moi, je me suis dit qu'il y avait vraiment une force de résistance qui était présente. Et visiblement, mais ça, je vais peut-être dire un truc aberrant, donc il faudra me corriger, hein, maître Tessonnière, mais je crois qu'il y a des forces de résistance localisées dans certains corps particuliers de l'institution judiciaire qui sont, me semble-t-il, la Cour de cassation, où il se passe beaucoup de choses. Vous m'aviez expliqué cette espèce d'aller-retour entre... parfois, ils font des avancées très audacieuses. Donc, c'était sur... sur quoi ? Ah si, c'était sur l'intentionnel ou le non-intentionnel des actions préjudiciables. C'est ça, non ? En droit du travail ? Il faut que vous l'expliquiez parce que vous l'expliquerez mieux que moi, mais vraiment en fait il y a un jeu à l'intérieur des institutions judiciaires où certaines sont en lutte réelle et font avancer les choses au contraire j'ai envie de dire, moi j'ai l'impression une majorité, mais peut-être que vous allez me dire que je me trompe, qui, pour le coup, avance dans le sens de l'ordre social et confirme la répartition des pouvoirs qui est celle dont je parlais. J'ajouterais que, visiblement, mais ça aussi c'est vous qui me l'avez appris, il y a dans le droit, quand on cherche vraiment, on peut trouver des outils, des vieux outils qu'on va chercher dans l'archaïsme de tous ces textes, qu'on peut ensuite réactiver pour les faire travailler autrement.
Et bon, c'est ce que le cabinet de Maître Tessonnière et Sylvie Topalov, qui étaient des défenseurs de Sud, c'est ce qu'ils font depuis des années. Ils ont commencé avec l'amiante, mais bon, je vais vous laisser parler parce que c'est absurde. Mais ils ont essayé à chaque fois d'inventer de quoi qualifier les délits. À chaque fois, c'est 10 ans de procédure dans la tête, à chaque fois. Mais en fait, ça marche. Ils ont réussi à le faire. Donc oui, il y a des progrès. Il ne faut pas désespérer de l'institution judiciaire. Mais en revanche, comme on lui enlève ses moyens, c'est pareil que ce que disait tout à l'heure Mathieu sur l'hôpital. C'est pareil que ce que je dis sur les profs. Oui, on détruit tellement les moyens humains des gens pour qu'ils puissent faire ça que la proportion de déplacements se réduit à mesure. Mais elle existe. Mais bien sûr, moins il y a de gens qui sont dans ces institutions, plus il est difficile de traiter des affaires comme l'a fait la présidente à cette occasion, je pense. Enfin, vous voulez ajouter quelque chose, non ? Sur la Cour de cassation, c'est quand même intéressant. Oui, d'abord, moi je partage le même étonnement que vous sur le fonctionnement de l'institution judiciaire, je la connais bien. Il y a parfois, il se passe des choses extraordinaires et c'est vrai que ce procès a été conçu comme une construction sociale depuis 2010, que les plaintes que nous avons déposées pour Sud à l'époque intégraient un petit peu quand même ce qui par la suite s'est passé. Enfin, je ne peux pas trop dire qu'on a parfaitement réussi, mais c'est vrai que la stratégie a été pensée. Mais on l'a trouvé de façon assez étonnante, alors que sur le plan pénal, dans l'affaire de l'amiante, on se heurte à l'hostilité du parquet qui nous bloque. Sur le plan civil, on a fait indemniser les victimes. Sur le plan pénal, on ne peut pas. Là, de façon très curieuse, le parquet de Paris a absolument entériné un petit peu la construction qu'on avait envisagée, et même au-delà d'ailleurs. Et les choses se sont passées avec un tribunal présidé par une présidente absolument remarquable. Voilà, donc on est tous éblouis un petit peu par ce qui s'est passé, qui est en partie miraculeux, mais pas seulement quand même, parce qu'il est vrai que l'institution judiciaire est traversée par des contradictions. Alors ces contradictions ne vont jamais jusqu'à mettre en péril l'ordre néolibéral. Je dirais, de ce côté-là, il n'y a pas de danger pour eux, mais tout de même, ça va souvent assez loin. On parlait d'Hubert tout à l'heure, je crois que le 4 mars prochain va être rendu un arrêt de la Cour de cassation qui devrait, normalement, on ne le connaît pas encore, mais il me semble que cet arrêt, le 4 mars, devrait, peut-être en passant d'ailleurs par une question posée à la Cour de justice de l'Union européenne, qualifier la situation des travailleurs d'Uber, de Deliveroo, etc., de travail salarié sous la subordination de l'employeur, ce qui implique bien entendu la sécurité sociale et tout ce qui concerne, tout ce qui accompagne la qualification du contrat de travail. C'est très étonnant parce que il y a eu une course de vitesse entre le gouvernement actuel et la Cour de cassation. Le gouvernement a prévu des amendements dans une loi dont j'ai oublié le nom, elles ont toutes des noms un petit peu bizarres, mais récemment, indiquant que dans l'hypothèse où la société intégrait un certain nombre d'avantages, genre on rembourse un petit peu la maladie lorsque les gens tombent malades, mais pas trop, dans la mesure où elle intégrait ces avantages, alors le salarié ne pourrait plus revendiquer la qualification de contrat de travail. La qualification en contrat d'auto-entrepreneur devenait absolument automatique. Et la Cour de cassation a cassé, plus exactement le Conseil constitutionnel a empêché cette manœuvre. La Chambre sociale de la Cour de cassation a toujours voulu garder le contrôle de la qualification de contrat de travail. Aucune loi ne prévoit ce qu'est un contrat de travail. C'est la Chambre sociale de la Cour de cassation. Et la Chambre sociale refuse de se démettre de cette prérogative malgré les pressions du gouvernement. Ce qui fait qu'après avoir repoussé cette offensive du gouvernement, elle va sans doute le 4 mars prochain requalifier les contrats de travail, ou en tout cas interroger la Cour européenne, la Cour de justice de l'Union européenne dans des conditions telles que la Cour de justice répondra qu'on a affaire, assez curieusement d'ailleurs, mais qu'on a affaire à un contrat de travail. Je ne sais pas ce que je dis, j'essaie d'aller vite, donc c'est pas très clair, mais je confirme en tout cas ces points de résistance qui sont tout à fait remarquables et voilà, je ne les explique pas toujours.
Merci. Vous avez insisté sur la lenteur avec laquelle s'opèrent les modifications ou les basculements au sein de la langue, lors d'une réponse à une question, je ne sais plus laquelle. Or, et vous l'avez aussi rappelé d'ailleurs dans une autre réponse, je crois que l'une des principales caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler un peu schématiquement notre époque, c'est qu'elle est placée sous le signe de l'urgence. Qu'elle soit politique, sociale, écologique, enfin sur plein de plans en fait. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez des idées ou des pistes qui permettraient de penser une accélération de ce que je crois, en tout cas, vous appelez un peu de vos voeux et qu'on pourrait appeler une sorte de résistance poétique ou de résistance par le langage. Bon, je vais dire une chose que m'a dit Nathalie Quintane, parce que je trouve qu'elle avait raison. Lorsqu'elle disait, on était dans une sorte de rencontre avec des gilets jaunes où on se demandait si la littérature avait quelque chose à faire dans cette histoire ou si elle servait à rien, en gros. Et Nathalie Quintane disait, mais il faut faire des textes, écrire des choses. Et dans la mesure du possible, rejoindre ceux qui sont déjà en train d'en écrire. Ça a l'air d'être des bonnes paroles, mais en fait pas du tout. Enfin, moi, personnellement, j'écrivais des romans jusque-là, donc je mettais très longtemps à les écrire. Et finalement, j'ai fait un truc rapide, parce que elle avait fini par me convaincre qu'il y avait une possibilité d'avoir une force de frappe différente, d'adapter la littérature au contexte, moi je suis d'accord, au contexte d'urgence politique. Donc c'est compliqué parce que pour écrire des textes, il faut quand même avoir une sorte de temps long dans la tête, sinon c'est pas possible, on peut rien élaborer. Mais quand même de revenir un tout petit peu sur cette exigence, comment dire, que moi j'arrivais pas du tout à mettre en question. Ça m'empêchait pas d'être préoccupée par des questions politiques dans mes livres, mais l'idée que je pouvais me forcer à réagir vite et à fabriquer quelque chose de rapide parce que la situation l'exigeait, c'était pas une chose que j'arrivais à faire. Donc je pense qu'il y a vraiment une manière de se déstabiliser aussi dans l'usage qu'on a de son médium, en se disant que le plus important peut-être, c'est d'opérer un changement quand on sent qu'on peut le faire, même si c'est infime. Il ne s'agit pas de considérer que ça aura des effets extraordinaires. Il s'agit juste de se dire là je peux, essayons, une chose comme ça. Et j'ai l'impression que ça, je vais faire une remarque à la Louis-Pierre Venès, mais il y a des effets de mimétisme quand même. C'est-à-dire quand on voit quelqu'un se lancer dans ce type de trajectoire, on est entraîné à faire la même chose. Enfin, moi, en tout cas, ça marche très fort sur moi. Donc, dans tous les domaines, en entendant les plaidoiries, notamment la plaidoirie de Maître Tessonnière qui est ici, moi, je me suis dit, parce qu'il a cité plusieurs textes littéraires, Malaparte, il y en avait un autre, mais je ne sais plus ce que c'était, mais que j'aimais beaucoup aussi, et je me suis dit, mais quelle puissance a la littérature dans son plaidoyer, qui était extrêmement structural et qui, moi, me plaisait beaucoup pour ces raisons-là. On entendait aussi que, à chaque fois, les points de résonance de ce qu'il disait, c'était Malaparte, c'était la littérature qui les apportait. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre quand même, pourquoi est-ce qu'on est dans une sorte d'attentisme comme ça ? Peut-être qu'on devrait être un peu moins sur le bord du chemin, en train de faire des trucs lents et essayer juste de voir ce qui se passe aussi quand on change de registre, quoi. Voilà. Mais bon, je peux vous parler que de l'impression que j'ai eue moi, voilà.